Bien, bonjour et bienvenue. Bienvenue à ce débat qui est donc consacré aux addictions chez les ados. Alors pour fixer les idées, je vais vous citer simplement une étude qui a été réalisée au mois de janvier. Et cette étude concerne les élèves qui sont scolarisés en classe de troisième. Elle a été réalisée par l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies. Alors il en ressort quelques enseignements intéressants. D'abord, si l'on regarde ce qui se passe depuis quelques années, on se rend compte que la consommation d'alcool, de tabac et de cannabis a tendance à diminuer chez ces jeunes de troisième. En revanche, il y a des nouvelles addictions qui sont de plus en plus importantes, et en particulier celle du protoxyde d'azote. Alors, le protoxyde d'azote, on le connaît plus sous le nom de gaz hilarant, et cette étude montre que 5%, ce qui est loin d'être négligeable, 5% des élèves de troisième disent avoir déjà testé cette substance. Alors on va parler à la fois des substances, mais comment on devient addict, comment peut-on réagir face à des adolescents addicts, avec les deux personnes qui sont à mes côtés, que je vous présente. D'une part, le professeur Mélina Fatseas, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chef du pôle addictologie du CHU de Bordeaux et du centre hospitalier Charles Perrin. Et puis à vos côtés, Alexandre Perret. Bonjour Alexandre. Bonjour Bruno. Alors, vous êtes psychologue au centre d'addictovigilance et au service des urgences pédiatriques du CHU de Bordeaux. Et puis, vous êtes spécialisé, et ça va beaucoup nous intéresser pendant ce débat, dans les nouvelles substances. Vous nous direz ce qu'il y a derrière ces nouvelles substances. Alors, pendant environ 45 minutes, on va vous exposer tous les thèmes dont je viens de parler. Et puis ensuite, je vous céderai la parole pour qu'à votre tour, vous puissiez poser des questions. Alors, je vais vous donner tout de suite un petit conseil. S'il y a une question qui vous vient pendant le débat, notez-la. Parce que sinon, quand je vais vous donner la parole dans 45 minutes, vous aurez oublié votre question. Donc, n'hésitez pas à noter. Et puis, on prendra vraiment le temps qu'il faut pour répondre à toutes vos interrogations. Peut-être pour être tout à fait simple et tout à fait concret, professeur Fatsias, on pourrait démarrer avec une définition. Qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui une addiction ? Oui, tout à fait. Donc, je vais essayer de vous donner une définition assez simple déjà dans un premier temps, et puis on essaiera d'aller un petit peu plus précisément au fil de la conférence. Donc, l'addiction, ça va désigner une impossibilité répétée d'une personne à contrôler, réguler un comportement, comme par exemple une consommation, qui va être source de récompense ou de gratification. Donc, la caractéristique essentielle, c'est que ce comportement va générer un signal de récompense. Donc cette perte de contrôle va avoir un certain nombre de conséquences négatives dans différents domaines de la vie du sujet et va entraîner qu'en dépit de l'accumulation de ces dommages, le sujet va maintenir cette consommation, c'est-à-dire qu'il va être vraiment dans l'incapacité de réguler, de réduire ou d'arrêter vraiment durablement. Donc, ce qui est vraiment important déjà dans un premier temps de comprendre, c'est que être addict, ce n'est pas seulement s'exposer à un produit ou s'exposer régulièrement à ce produit, c'est véritablement développer un mode de relation au produit qui est pathologique. Donc une relation au produit, une modalité de consommation qui va devenir pathologique et qui qui est caractérisée, on peut dire, par une perte de liberté. Une perte de liberté de s'abstenir durablement, de contrôler. Donc c'est une sorte de relation d'aliénation. Et on va d'ailleurs, le mot addiction reflète un peu ça, puisque la racine latine du mot désignait à l'époque romaine finalement un lien entre un maître et son esclave. Alors, puisque vous êtes allé jusqu'au latin, donc dans le passé, je voudrais savoir si ce concept d'addiction a évolué au fil des temps. Oui, alors avant d'aborder cette question, juste pour bien définir le périmètre, ce qu'on va désigner autour de cette définition, un panel finalement assez large de comportements qui va intégrer l'ensemble des comportements addictifs aux substances, c'est-à-dire les substances qu'on connaît tous, hein, tabac, alcool, cannabis, opiacés dont héroïne, cocaïne, stimulants, et puis on verra ces nouveaux produits de synthèse. Mais également, depuis peu, on a étendu ce champ à des addictions sans substance qu'on appelle aussi addictions comportementales. Donc il y a une entité qui a été reconnue récemment, c'est le jeu d'hasard et d'argent et puis le jeu vidéo, mais aussi on peut l'étendre à certaines pratiques sexuelles ou certains troubles alimentaires. Donc on est quand même sur un champ relativement large de comportements addictifs. Alors peut-être pour revenir à votre question. Voilà, sur l'évolution dans le temps. Oui, alors cette définition, elle a beaucoup évolué ces dernières années. Et si on refait un petit peu d'histoire, elle
elle est assez différente des conceptualisations plus anciennes, qui étaient des conceptualisations qui étaient vraiment centrées sur la substance et ses propriétés toxiques pharmacologiques. C'est-à-dire que auparavant, on considérait finalement que devenir dépendant, c'était s'exposer régulièrement à un agent externe toxique pathogène, un peu comme finalement les maladies infectieuses, et que le sujet allait devenir dépendant sous l'effet de l'intoxication chronique par exposition chronique à cette toxicité. Alors ça avait un impact très important sur l'organisation des soins, parce que les soins étaient compartimentés en fonction de la substance et de ses propriétés. Donc il y avait la tabacologie, l'alcoolologie, la toxicomanie. Mais également, ça avait un impact sur les prises en charge, puisque c'était des prises en charge centrées sur le principe de la cure de désintoxication, c'est-à-dire qu'on extrait l'individu de l'agent toxique. Et donc cette définition, cette conceptualisation a beaucoup évolué, notamment dans les années 80-90, où finalement on s'est rendu compte que, indépendamment du type de substance consommée, l'ensemble des comportements addictifs avaient des caractéristiques cliniques communes, et ces caractéristiques, c'était justement le comportement de consommation. Donc on s'est ainsi décentré de la substance, de ses caractéristiques, pour se recentrer sur la modalité de consommation, le comportement, et donc aussi sur l'individu, et ça, c'est donc très, très intéressant. Alors, pour faire très simple, on va dire qu'autrefois, par exemple, si on cherchait à désintoxiquer quelqu'un, on lui disait, mettons, si c'était une personne qui prenait de la cigarette, on va passer de 20 à 18, à 15, à 12 au fil du temps. Aujourd'hui, on dit non, on va travailler sur le comportement de la personne, plus que sur les quantités prises. Oui, et ce que vous disiez quand on dit on va réduire petit à petit, d'accord, donc ça c'est le principe du sevrage. Du sevrage. Donc on sèvre. En fait, le sevrage, parce que justement, l'idée c'est qu'on traite les aspects d'intoxication chronique, et on traite les symptômes de sevrage. En fait, on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas très bien. Pourquoi ? Parce que les patients vont rechuter. Ils vont rechuter parce qu'ils vont... parce que l'addiction, on va en reparler, c'est une maladie chronique, et que ces symptômes autour de la perte de contrôle, de l'envie irrépressible, ça va persister et ça va favoriser les rechutes. Donc, effectivement, on a changé de cible. Donc, c'est quand même un changement important de paradigme, à la fois dans la description, mais également clinique, mais aussi dans les modèles de compréhension, et on y reviendra un peu plus. Alors justement, il faudrait un petit peu comprendre qu'est-ce qu'on met en plus des Almo-addictions. Alexandre Quéré, je viens vers vous parce que finalement, on peut se poser la question, ou des ados ou des parents peuvent dire, comment est-ce que je peux faire la différence entre une consommation occasionnelle, qui finalement ne pose pas véritablement de problème, et une addiction ? Oui, c'est une vraie question à laquelle on est souvent confronté en tant que professionnel qui recevons des parents ou des ados. Dans mon parcours professionnel, j'ai souvent rencontré ce type de questions de la part des parents très inquiets en général, parce que finalement, comment est-ce qu'on fait pour savoir, quand on découvre qu'il y a une consommation, est-ce que cette consommation est problématique ou non ? Alors, en écho à ce que disait le professeur Fatsas tout à l'heure, c'est vrai que pendant très longtemps, il y avait une conception que le produit était mauvais. Et donc, finalement, s'il y avait consommation de produits, c'est qu'il y avait un problème. On s'est rendu compte que c'était plus compliqué que ça. Alors, certainement, pour une bonne chose, c'est que, globalement, heureusement, l'immense majorité des gens qui vont expérimenter une substance ne vont pas avoir de problème avec. Ça, c'est quelque chose qui a été montré statistiquement, et c'est plutôt rassurant de se dire ça. C'est le premier élément, de se dire, c'est pas parce qu'un ado va consommer une substance que forcément, il va devenir addict à cette substance. Voire, il y a une petite partie des consommateurs qui vont devenir dépendants ou addicts. Comment faire pour savoir s'il y a une addiction ? Eh bien, la base, déjà, c'est d'en parler. Et peut-être même d'en parler avant qu'il y ait consommation. Dans l'idée, c'est de pouvoir parler des consommations assez tôt dans la vie, avec ses enfants, ses ados. Pas forcément des drogues qui peuvent être très stigmatisantes, mais il y a des drogues plus classiques dont on n'a pas encore parlé, comme le sucre, par exemple. Et ça peut être un très bon sujet de discussion entre parents et enfants, parents et ados. Et après, plus concrètement, sur cette question de savoir est-ce que quelqu'un présente une addiction ou non,
Il y a, je n'ai pas donné de recette miracle, hein, et parce que ça relève d'un diagnostic en plus, donc ça nécessite que ce soit un tiers, un professionnel qui évalue s'il y a addiction ou non. Mais en tout cas, déjà, il y a des questionnaires qui existent, des questionnaires en ligne. On essaiera de vous mettre les liens, je pense, sur la vidéo par la suite, où vous pourrez les trouver sur Internet. Il y a des tas de questionnaires d'auto-évaluation qui permettent au consommateur lui-même de regarder où il en est. Ça donne un indice. Ça permet d'objectiver finalement, est-ce que j'ai un problème ou pas avec ma consommation. Et ces questionnaires, ils peuvent être passés soit par l'ado directement, soit, mais ça serait presque l'idéal, dans une discussion entre le parent et l'ado pour regarder ce qu'il en est et se mettre d'accord sur est-ce qu'il y a un problème ou pas un problème. Alors, professeur Fatseas, vous diriez, vous pouvez compléter un petit peu ou tout a été dit? On passe à la question suivante. La différence entre addiction et consommation occasionnelle. Pour reprendre ce que vient de dire Alexandre, l'addiction dans l'addiction, on va vraiment retrouver la notion, comme je l'ai dit précédemment, de perte de contrôle. Et ce qui va être important, c'est que cette perte de contrôle, elle va générer quand même des conséquences dans le fonctionnement global de l'adolescent ou du jeune adulte, et ce retentissement, en fait, c'est ce retentissement et ces conséquences qui vont constituer des signes d'alerte, c'est-à-dire est-ce que l'adolescent ou l'adulte va avoir un petit peu du mal à se lever, un retrait un petit peu de la vie familiale, un fléchissement scolaire, universitaire, des problèmes au niveau, par exemple, du sommeil, potentiellement liés à son comportement ou la consommation. Donc ces conséquences sont vraiment un signe d'alerte qui signe un peu un retentissement du comportement dans la vie de la personne. Puis si on reprend un petit peu les définitions et les critères diagnostiques, vous voyez les critères contemporains qui reprennent un peu cette notion de perte de contrôle. Un marqueur fort aujourd'hui de l'addiction qui permet aussi de faire la distinction, c'est le fait de ressentir, de faire l'expérience de cette envie incontrôlable, irrépressible, d'utiliser le comportement qui va vraiment contraindre la personne à maintenir ce comportement et qui va faire que cette personne va vraiment avoir du mal à s'en passer. Donc c'est ce qu'on désigne sous le terme de craving et qui est aujourd'hui désigné comme un marqueur clinique. Juste peut-être rajouter un autre élément qui est important, c'est qu'on fait souvent l'erreur. Il y a parfois une confusion entre la quantité consommée ou le nombre d'heures passées sur l'écran et le diagnostic d'addiction. Ce ne sont pas forcément des choses superposables. Ça correspond à des situations cliniques et à des facteurs psychopathologiques qui vont être différents. C'est-à-dire le fait d'être joueur excessif, consommateur excessif, ça peut effectivement générer des problèmes potentiels, mais ce n'est pas forcément associé à une perte de contrôle qu'on va retrouver dans l'addiction, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, des dommages et puis vraiment une souffrance pour la personne. Alors, pour qu'on comprenne bien, Alexandre Quéré, expliquez-nous comment se met en place une addiction. Alors déjà, en général, elle se met en place lentement. Ce n'est pas le cas dans 100% des situations, mais en général, une addiction ne s'installe pas immédiatement. C'est-à-dire qu'il faut casser cette représentation qu'on peut avoir par rapport à certaines substances qui rendraient addicts dès la première fois où on les consomme. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. C'est des choses qu'on entend assez régulièrement encore, avec une espèce d'opposition entre drogue douce et drogue dure, par exemple. Et ça, aujourd'hui, on arrête complètement de se servir de cette dichotomie. Parce que ce n'est pas la substance, et on revient à ce que disait Mina tout à l'heure, ce n'est pas la substance qui est le problème, c'est le rapport qu'on a avec. Et on peut avoir un rapport dur avec une substance ou un rapport doux avec une substance, indépendamment de la substance, même si certains produits sont plus addictifs que d'autres, et on en reparlera. Globalement, donc, l'addiction, elle va se mettre en place progressivement, sur la durée. Et pour ça, il y a 3 éléments qu'il faut prendre en compte. L'individu, la substance en tant que telle, dont je viens de vous parler, et le contexte. Et c'est la rencontre entre l'individu et la substance dans un certain contexte qui va faire que l'addiction, progressivement, va s'instaurer. Pour expliquer peut-être un peu plus précisément, je peux donner des exemples. En fait, on va tous réagir différemment à la prise d'une substance. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté l'alcool, peut-être certains d'entre vous. On est dans le sud-ouest. Hein.
Donc vous avez peut-être constaté qu'à dose équivalente d'alcool, vous ne réagissez pas pareil que quelqu'un de votre famille ou un proche, un ami, qui va avoir un effet différent. Peut-être quelqu'un va plus s'endormir en consommant de l'alcool, quelqu'un va au contraire être plus euphorique. Et puis, ça va être très fonction aussi du contexte dans lequel la substance est consommée. Le contexte, c'est par exemple la différence, si je reste sur l'alcool, entre boire un verre le soir à la maison avant d'aller se coucher ou boire un verre avant d'aller en soirée ou dans une boîte avec de la musique à fond. L'effet, ressentir, ils être différents, même si c'est la même personne et la même substance. Et donc ce contexte-là, là je vous donne un exemple en termes de lieu, mais on voit bien comment est-ce que plus globalement, ça va agir en fonction de l'humeur dans laquelle on est, et notamment s'il y a des éléments dépressifs ou d'anxiété et que la substance va venir répondre à ça pour apaiser quelque chose sur un aspect qu'on peut qualifier d'automédicamenteux. C'est un des éléments à prendre en compte aussi sur ce qui se passe dans le rapport au produit. Et donc là, on voit comment progressivement l'addiction peut se mettre en place dans la mesure où finalement les étoiles sont alignées entre la personne qui va être particulièrement réceptive à un moment donné de sa vie dans un contexte et à une certaine substance ou à plusieurs substances. On parlera sans doute aussi des polyaddictions tout à l'heure. Et peut-être juste pour prendre le contre-pied de ce que je viens de vous dire, en essayant de ne pas trop vous perdre, je vais quand même vous parler d'une des premières patientes que j'ai reçues, c'était en 2005, à l'époque de l'ouverture des consultations pour les jeunes consommateurs, qui s'appelait même consultation cannabis à l'époque. Ils ont changé le nom parce que justement on s'était rendu compte qu'on arrêtait de cibler les produits, mais plutôt de parler du comportement. Et cette jeune fille de 18 ans arrive pour me voir et m'explique qu'en fait ça fait 4 ans qu'elle fume du cannabis tous les jours et que dès le 1er juin qu'elle a fumé, le lendemain elle est partie racheter du cannabis. Et ça, pour tout vous dire, ça m'a fait prendre à l'époque une sacrée claque. Parce que au milieu des années 2000, sur le cannabis, il y avait encore quand même de manière très répandue cette idée que c'était une drogue qui ne provoquait pas d'addiction majeure, comme on pouvait voir sur les autres structures où je pouvais exercer des consommateurs d'héroïne ou de cocaïne. Et en fait, voilà, cet ado de 18 ans qui venait d'arriver à la fac, en fait, depuis 4 ans, fumait tous les jours du cannabis et présentait une réelle addiction. Et après, je ne rentrerai pas dans les détails cliniques de ce qui s'est passé, mais vous comprenez le contexte au niveau, elle, de ce que ça jouait pour elle de consommer, au niveau social, au niveau de ses traits anxio-dépressifs. Très clairement, elle avait trouvé une réponse qui a fonctionné un certain temps et qui là ne marchait plus. Alors justement, professeur Fatseas, est-ce qu'on peut dire qu'une addiction, c'est au départ un manque de volonté ou c'est autre chose ? Alors, on a vu que dans la définition même de l'addiction, c'est la perte de contrôle. Donc ça va être au-delà et en dépit de la volonté finalement de la motivation, puisqu'on va être dans une situation de, quand l'addiction est installée, de surmotivation finalement pathologique qui va être centrée sur le produit et sa consommation. Et avec justement cette expérience de craving, les personnes addictes vont être en permanence finalement dans une situation de conflit interne qui est extrêmement difficile, c'est-à-dire d'un côté des tentatives pour essayer un petit peu de réduire et de contrôler, voire d'arrêter, et puis de l'autre côté une envie qui est incontrôlable. Donc ça va être source quand même de stress et de détresse importante, et ça va amener à des rechutes, et ça va amener à cette évolution chronique de la maladie. Alors, et donc la rechute est aujourd'hui véritablement comprise comme un vrai symptôme de l'addiction et non pas comme un manque de volonté ou par un manque de motivation. Et avec les prises en charge, on va justement plus centrer cet élément-là pour essayer d'éviter le plus possible ces rechutes. Et cet élément est assez important à communiquer avec les patients, mais à communiquer aussi avec leur entourage et leur famille, puisque c'est encore souvent vu, trop souvent vu, sous le prisme finalement un peu moral de manque de volonté en fait. Alors justement, qu'est-ce qu'une personne, Alexandre Carré, qu'est-ce qu'une personne recherche au travers d'une addiction ? On a dit tout à l'heure, ça pouvait être à la suite d'un problème où on se sent seul ou des choses comme ça. C'est quoi la recherche quand on plonge dans l'addiction ? Alors, pour répondre à cette question, je vais distinguer les éléments qui amènent à consommer des éléments qui sont en jeu dans l'addiction. Pour répondre à ce qui amène à l'addiction, globalement, ce qui amène à reconsommer, Mina Fatseas l'a déjà, je pense, relativement exposé dans, finalement, ce besoin irrépressible de reconsommer, l'impossibilité d'arrêter, c'est ce qui va définir l'addiction. Mais
pour comprendre ce qui se passe, c'est hyper intéressant d'aller regarder qu'est-ce qui a amené au début à consommer, voir qu'est-ce qui s'est passé dans le rapport aux substances avant que l'addiction arrive. Et là, en gros, il y a un nombre de critères, ou en tout cas d'effets qui ont été déterminés il y a quelques années, il y a une dizaine d'années globalement, qui sont très très intéressants par Muller. Je vous ai mis là les items. Il y en a 8, je ne vais pas tous vous les dire, mais en fait on peut les regrouper en 3 grandes catégories. Et c'est d'autant plus intéressant parce que finalement, je trouve que ça, vous pouvez les regarder, ça questionne en chacun de nous potentiellement ce qui fait qu'on est amené à consommer. Et ces 3 grandes catégories, pour les regrouper, la première, ça va être l'aspect hédonique, ça veut dire le plaisir, en gros. Ça peut être l'aspect défense de la substance. Ça va être souvent un critère qui est une volonté qui est exprimée par un certain nombre de consommateurs. Il y a un deuxième aspect qui est l'aspect automédicamenteux. Je vous en ai déjà parlé tout à l'heure aussi. C'est comment est-ce qu'on va apaiser quelque chose qui ne va pas en consommant une substance. Associé à cet aspect automédicamenteux, il y a aussi un aspect de performance possible. Et peut-être, certains d'entre vous consomment des fois du café avec l'idée que la caféine est un psychostimulant et que ça va aider à se concentrer, à veiller tard la nuit pour pouvoir travailler plus. Donc cet élément-là, il est important aussi à prendre en compte, et encore plus dans une société qui nous amène à toujours faire plus. Et puis le dernier aspect, donc comme je vous ai dit, il y a hédonique, plaisir, il y a cet aspect automédicamenteux, performance, et le dernier, c'est l'aspect social, qui va regrouper les autres aspects possibles de la recherche des effets, autres que l'addiction dans une consommation. Et l'aspect social, il est fondamental en général, et en particulier au début des consommations. Encore une fois, je ne sais pas parmi vous qui a déjà consommé quoi, mais si vous essayez de revenir un peu en arrière, alors c'est peut-être plus ou moins loin, je ne sais pas, sur les premières consommations de psychotropes que vous avez pu avoir, donc les psychotropes, les substances qui agissent sur le cerveau, que ce soit le tabac, l'alcool, le cannabis, on a vu que c'était les plus répandus, il y en a d'autres. Très souvent, ce qui se passe au début, c'est qu'on consomme de manière sociale. Il y a une incitation à consommer par rapport au groupe dans lequel on est. Ce n'est pas le cas dans 100% des cas, encore une fois, mais très souvent on retrouve ça. Et cet aspect-là, il est vraiment fondamental à prendre en compte. Alors, on va regarder ce qui se passe maintenant, puisque vous avez cité, c'est vrai, les principales addictions dont on parle depuis des années, c'est-à-dire les drogues, le tabac, l'alcool. Quelles sont, et je pose la question à tous les deux, répond qui veut, quelles sont aujourd'hui les nouvelles addictions? Alors, on commence par vous, professeur. Déjà, le principe de nouvelles addictions est finalement un peu critiquable en soi, parce qu'on a vu que l'ensemble des comportements addictifs allait être basé finalement sur un socle un peu commun de vulnérabilité. On a vu les vulnérabilités individuelles, substances, environnement, et puis avec finalement une expression clinique similaire. Donc finalement, ce qui va changer, c'est plutôt l'objet de l'addiction qui va évoluer sous l'effet de mode, de facteurs environnementaux, sociaux, culturels. Et on a vu depuis peu, de toute façon, déjà étendre le champ de l'addiction à certaines pratiques, comportements, on en a parlé, jeux vidéo, jeux d'argent ou certains troubles alimentaires. Donc c'est vraiment ces objets qui vont un petit peu évoluer avec, par exemple, pour le jeu d'argent, le fait d'utiliser le support Internet va un petit peu modifier la pratique, mais on a aussi des aspects liés au marketing par rapport à certaines substances comme la nicotine ou l'alcool qui vont justement un peu cibler des publics plus jeunes, et ça c'est un véritable problème. Et puis les nouvelles drogues de synthèse, mais finalement tout ça va mimer des substances qui sont déjà connues depuis longtemps, mais je vais laisser Alexandre. Voilà, c'est son truc à lui, les nouvelles substances. Et on pourrait même d'ailleurs parler aussi des médicaments détournés. Oui, complètement. Globalement, comme on l'a dit, finalement, la question des addictions, on pourrait dire que toutes les addictions sont relativement nouvelles, puisque, par exemple, en France, la dictologie, mais je parle sous couvert de Mina Fatseas, doit avoir une quinzaine d'années à peu près. Donc, finalement, la dictologie et les addictions en France, c'est quelque chose d'assez récent. Avant, on parlait de dépendance, on ne parlait pas vraiment d'addiction.
Et puis même dans l'histoire de l'humanité, finalement, on sait que la consommation de psychotropes existe depuis toujours, mais finalement, il y avait l'ivresse de Noé, mais dans l'histoire, on parle assez peu de dépendance. C'est un concept qui remonte au 19e siècle, globalement. Avant, il y avait des consommations, mais qui n'étaient pas du tout définies comme des dépenses ou des addictions. Donc, j'aurais envie de dire que toutes les addictions sont nouvelles par conséquent. Maintenant, en effet, les objets peuvent être différents. Et là-dessus, il y a des nouvelles substances et donc des nouveaux objets d'addiction, en effet. Alors, je suis spécialiste, c'est-à-dire que je travaille dans un service où on évalue en fait les conséquences délétères de la consommation des psychotropes. Donc, on recense et on mesure, on quantifie finalement l'impact de l'ensemble des psychotropes sur la population à travers des cas qui nous sont signalés par les professionnels de santé, les cas des patients qui sont reçus au CHU en particulier. Et on regarde finalement ce qui se passe. Ça permet d'établir des tendances et ensuite de pouvoir guider les politiques de santé par rapport aux substances. Et donc notamment, on voit régulièrement en effet des intoxications ou des addictions ou des effets divers négatifs à des nouvelles substances. Alors, des nouvelles substances, il y en a plein. En gros, sur les 5 dernières années, il y en a plus de 300 nouvelles qui ont été découvertes en Europe. Donc en termes de nombre de molécules, c'est impressionnant. Maintenant, ce qui est assez rassurant, c'est que finalement, en prévalence sur les consommations des ados et même de la population générale, c'est souvent les vieilles drogues qui sont les plus consommées. Alors je ne sais pas si c'est très positif, mais au moins, ça fait qu'on les connaît, j'ai envie de dire. Parce que le problème avec les nouvelles substances, c'est qu'elles n'ont pas été évaluées. On a beaucoup moins de recul. La question du recul, c'est un sujet très actuel, mais il est aussi vrai sur les drogues. Toutes ces nouvelles substances qui arrivent, finalement, à chaque fois, il va falloir qu'on puisse mesurer quel est leur potentiel addictif. Je vous disais qu'il y avait des potentiels addictifs différents en fonction des substances. Les risques d'intoxication au niveau des doses, parce que finalement, toute une partie de ces nouvelles substances sont aussi très souvent beaucoup plus puissantes que les substances traditionnelles. Ça veut dire qu'il faut des quantités beaucoup plus petites pour avoir le même effet. Et c'est d'ailleurs souvent ça qui amène à des problèmes, des surdoses, qui amènent des patients à l'hôpital, alors de manière complètement exponentielle, comme vous connaissez sans doute ce qu'on a qualifié de crise des opioïdes aux États-Unis. Mais par exemple, de manière beaucoup plus petite, mais complètement bordelaise, il y a 1 an, on a identifié une dizaine de cas d'hospitalisation, plutôt de jeunes, qui avaient consommé des cannabinoïdes de synthèse. C'est des molécules qui vont mimer en fait l'effet du cannabis, mais qui sont beaucoup plus puissantes. Et ces jeunes se sont retrouvés à acheter une substance qui ressemblait à du cannabis, mais sur laquelle avait été pulvérisée cette substance-là. Le 4-MDMB-EN-Pinaca, si on rentre dans les détails, mais peu importe, en fait, il y a plein de molécules différentes avec des noms barbares comme ça, et sur lesquelles, en fait, on a très peu d'informations et on est en retard, en fait. On évalue à chaque fois ce qui se passe, une fois qu'il y a eu des intoxications, une fois qu'il y a eu des décès. Alors, encore une fois, ce sont des cas, heureusement, assez rares, mais ça arrive, et donc c'est pour ça que c'est très important d'être vigilant sur ces nouvelles substances. Mais il y a, si on revient un peu des 3 grandes familles classiques, c'est vrai qu'on ne vous les a pas présentées, peut-être vous les connaissez, peut-être les avez-vous expérimenté, mais il y a des stimulants comme le café, la cocaïne, il y a des sédatifs comme les opiacés ou l'alcool, et puis il y a des hallucinogènes. Là, on va avoir des produits comme le LSD par exemple. Et donc les nouveaux produits de synthèse vont mimer ces différentes familles de substances, vont rentrer dedans d'ailleurs, et donc provoquer certainement pour toute une partie d'entre eux des nouveaux risques qu'on ne connaît pas encore. Professeur Fatseha, est-ce qu'on sait quelles sont les conséquences sur le cerveau ou sur le corps de ces substances? Alors oui, les recherches qui commencent à être anciennes maintenant, mais ont bien permis d'identifier les mécanismes neurobiologiques qui sont à l'œuvre dans l'addiction. Et on sait que l'ensemble des substances addictives vont avoir comme effet d'activer de manière très, très forte certaines régions du cerveau qu'on appelle le système de récompense et qui correspond à une zone extrêmement importante dans la régulation du comportement humain de manière générale, puisque c'est une zone qui va être impliquée dans la régulation de la récompense, de la motivation, des apprentissages, de la mémoire, de la régulation des émotions, bref, dans des fonctions extrêmement importantes. Et c'est vrai que l'activation de ces systèmes de façon répétée va entraîner des dysrégulations et des perturbations qui vont être potentiellement un peu durables et qui vont justement générer ce manque de contrôle du comportement de consommation et le craving et la difficulté de régulation des émotions. Donc ça, on sait que ce sont vraiment des effets
qui sont des mécanismes impliqués dans l'addiction et potentiellement des effets des substances addictives. Il y a également des effets potentiels sur les fonctions cognitives de manière générale, concentration, attention, planification, prise de décision. Donc ça, ce sont des éléments Tout ça évidemment importants. négatif. C'est-à-dire contrairement à ce qu'on imagine, ça donne pas plus d'attention, ça donne pas plus de mémoire. Alors c'est en tout cas les effets au long cours, même s'il y a encore parfois il y a encore des choses à vraiment mieux explorer au niveau de la recherche, mais il y a quand même des effets au long cours plutôt qui va entraîner plutôt des déficits de ces fonctions cognitives. Et puis au niveau des organes, il va y avoir aussi une toxicité directe des substances sur les organes plus périphériques. Donc ça va être très dépendant d'une substance à une autre et de son potentiel toxique. Et c'est là où il faut faire attention à ne pas confondre le statut légal d'une substance, son potentiel addictif, c'est-à-dire cette action au niveau des systèmes de récompense et le fait de générer une addiction, et le potentiel toxique. En fait, ce sont trois choses différentes. Un bon exemple, c'est celui du tabac. C'est une substance légale. C'est la substance potentiellement, avec la cocaïne et l'héroïne, qui a le plus fort pouvoir addictif, c'est-à-dire que quand on en consomme régulièrement, le risque de devenir addict est très élevé. Et c'est une substance très toxique avec beaucoup d'atteintes organiques et de maladies que vous connaissez. Et pour autant, c'est une substance légale. Donc ce sont des risques qui sont parfois un peu différents, des choses un peu différentes. Alors après cette grande introduction sur à la fois les façons de prendre et puis les substances, intéressons-nous au sujet véritablement de ce soir, c'est-à-dire les adolescents. Qu'est-ce qu'on met derrière le mot adolescent quand on dit substance addictive et ado? Alexandre Quéré. Oui, il faut qu'on définisse en effet ce qu'on entend par adolescent, parce que adolescent est un terme qui a une grande saillance, c'est-à-dire que globalement on le retrouve partout dans les médias, il est très facilement associé à des concepts forts comme addiction par exemple, et donc l'association se fait assez facilement, et derrière en fait il y a des tas de définitions différentes. Et il faut se méfier parce que finalement, je pense que là, si je faisais un sondage, on aurait potentiellement tous des bornes différentes en parlant d'adolescence, voire des critères différents pour définir ce qu'on entend par adolescence en fonction de si on a des ados ou pas à la maison, si on est soi-même encore adolescent ou pas très loin. On définirait sans doute très différemment ce qu'est l'adolescence. Et sur les consommations, c'est fondamental, parce que là, finalement, on a parlé assez globalement des substances, de l'entrée dans l'addiction potentiellement, des effets des substances, mais ça va être très différent si le consommateur a 11 ans ou s'il a 25 ans. Ça va être très différent en fonction de où il en est dans son autonomisation. Est-ce que c'est quelqu'un qui est en maturation psycho-affective, biologique, ou quelqu'un qui est déjà particulièrement avancé? Et les critères sont très différents. C'est vrai qu'on va avoir des fois comme marque d'entrée dans l'adolescence, l'entrée au collège. Certains vont plutôt préférer utiliser la notion de la puberté pour dire voilà, c'est l'entrée dans la puberté qu'on marque l'entrée dans l'adolescence. Et en effet, biologiquement, d'imaginer l'entrée dans les consommations avant la puberté, est-ce qu'on est dans l'enfance encore ou est-ce qu'on est déjà dans l'adolescence pour un gamin de 10-11 ans qui rentre au collège et qui fume sa première cigarette? C'est vrai qu'on disait tout à l'heure, 5% des élèves de 3e ont déjà consommer du protoxyde d'azote une fois dans leur vie, mais ils sont 10% à consommer au moins 10 fois dans le mois de l'alcool. Donc il faut quand même se rendre compte en effet des consommations aussi chez les ados en fonction de leur âge. Et c'est sûr que ce n'est pas du tout pareil de consommer de manière régulière de l'alcool à 14 ans ou à 20 ans. Et après, sur la sortie de l'adolescence, est-ce qu'on considère que c'est entrer dans l'université ou un critère qu'en tant que psychologue j'apprécie particulièrement, qui est l'autonomie. Et de se dire, une fois qu'on a atteint l'autonomie, à ce moment-là, on peut considérer qu'on est sorti de l'adolescence. Mais c'est un débat ouvert. Professeur Fatseas. En complément de ce que vient de dire Alexandre, au niveau de la maturation cérébrale, on estime que c'est à 25 ans. Et donc, la fin de l'adolescence. Oui, en termes de maturation cérébrale. C'est-à-dire qu'il y a encore les réseaux, toute cette partie-là, il y a les réseaux, il y a plein de choses qui se passent au niveau de zones du cerveau, les zones dont on a parlé à l'instant, qui sont en cours de maturation. Et donc, l'âge de début des consommations va être un élément hyper important en termes de risques et aussi d'effets à long terme, parce que justement, on va avoir les effets des substances addictives
plus c'est précoce, plus avoir un effet sur un cerveau qui n'est pas encore mature, et donc avec un effet avec plus de perturbations induites au long cours. Et donc l'âge de début des consommations et d'entrée dans des consommations régulières va être un facteur important à prendre en compte. Alors justement, un adolescent qui rentre dans une addiction, qu'est-ce qu'il recherche? Et je dirais finalement, qu'est-ce qu'il va trouver? Alors, Alexandre en a parlé il y a pas longtemps, donc je vais reprendre rapidement peut-être ces éléments, mais l'adolescence est vraiment une période, c'est un processus, hein, c'est pas une crise, hein, c'est un processus. C'est un processus d'autonomisation nécessaire au développement, hyper important, où l'adolescent va chercher à s'autonomiser et s'émanciper un peu du joug parental, et c'est extrêmement important. Donc c'est vrai que le rôle et travail un peu des parents, mais aussi de l'école, hein, de manière générale, c'est de pouvoir encadrer, contenir et sécuriser un peu cette période, tout en laissant quand même l'adolescent s'autonomiser et puis exprimer ses pulsions. On peut faire on peut noter que la période de confinement a été une période, pour les adolescents qui ont vécu ce confinement, une période complètement... Enfin, c'était un non-sens. C'est-à-dire qu'un adolescent qui est en phase justement d'appréhender le monde extérieur et de se séparer et de s'autonomiser, ben, il était confiné. En plus avec papa-maman. En plus avec papa-maman. Et donc, ça a pu constituer à un moment donné aussi une entrave finalement dans ce processus, même s'il y a des possibilités bien sûr de rattrapage bien sûr après. Donc la consommation, ça va être bien sûr un âge propice à l'expérimentation. La consommation, ça va favoriser le lien social, les interactions sociales, la désinhibition. Ça va entrer dans le spectre du recherche des expériences nouvelles, d'explorer l'extérieur, d'enrichir ses perceptions. Donc il y a aussi des aspects qui peuvent être plutôt des aspects parfois un peu positifs, hein, et puis ça peut aussi avoir valeur de gestion du stress, de gestion d'affects négatifs, et puis de recherche d'expériences de plaisir. Alexandre Perret, avec derrière, je dirais, la notion du risque ou pas? Je veux dire, par exemple, un enfant qui apprend à marcher, il n'a pas la notion du risque. Donc, est-ce qu'un adolescent qui rentre dans une addiction, il a une conscience des dangers, des risques qui sont associés ou pas du tout? Excellente question. Si vous me permettez, je relativiserai un petit peu. Je pense qu'une fois qu'un enfant est tombé quelques fois, il commence à prendre conscience des risques. La douleur, généralement, est un bon mécanisme d'apprentissage. Donc, typiquement, en effet, l'adolescence, comme on l'a dit, c'est très souvent, encore une fois, en termes d'épidémiologie, statistique sur la population, le moment de la rentrée dans les consommations. Mais potentiellement, on peut commencer à consommer des substances ou à se rendre compte qu'on développe une addiction au jeu d'argent beaucoup plus tard que 25 ans. On peut commencer à fumer plus tard que 25 ans. Et très souvent, le début des consommations, en fait, c'est un moment à risque. Et c'est pour ça, et j'en ai déjà un peu parlé, et on y reviendra, de cet aspect fondamental qu'est la prévention, en fait. De pouvoir parler en amont, avant qu'on commence à consommer. Parce que un des moments les plus à risque dans les consommations, alors pas le risque d'addiction, mais le risque de surdose, le risque de malaise, le risque de décompensation psychiatrique, de troubles associés, liés au contexte de consommation de la substance et à la substance en tant que telle, ça c'est très très prégnant au début des consommations. Et donc ce risque-là, il est hyper important à prendre en compte. Et donc la meilleure façon, c'est d'en parler avant. Là, vous avez on a affiché une courbe très savante. Vous pouvez nous dire ce que c'est exactement? Là, je ne comprends pas là, quand je la regarde. Oui, cette courbe nécessite des commentaires. Oui, je crois, oui. C'est pour illustrer en fait la prévalence en fonction de l'âge. Donc c'est sans forcément rentrer dans les détails, c'est des données, c'est une cohorte, un suivi d'enfants adolescents jusqu'à l'âge adulte. C'est une cohorte donc américaine qui a évalué la prévalence des différents troubles mentaux en fonction de l'âge.
Ce que ça souligne et ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez la courbe violette, celle qui est entourée, celle qui est violette, c'est la prévalence des troubles addictifs. Et on voit que finalement, cette prévalence, elle est très faible à l'enfance, pendant l'enfance ou en début d'adolescence. Donc typiquement, la prévalence, elle va être maximum plutôt en début d'âge adulte. Oui, ça grimpe très nettement à partir de 15-16 ans. Ça grimpe. Donc on voit effectivement que c'est une période à risque des premières consommations, mais c'est là aussi où il est hyper important de pouvoir faire de la prévention, du repérage précoce, parce que justement, on va pouvoir intervenir avant que l'addiction s'installe. Donc le premier conseil, c'est prévention, communication. Voilà. Et l'addiction vraiment installée, c'est plus rare quand même en début d'adolescence. C'est essentiellement une maladie qui typiquement survient plutôt en début d'âge adulte. On voit que c'est un profil assez différent de l'autre courbe, qui est la courbe tout en hauteur. Ça, c'est les troubles anxieux. Donc là, on a quand même des prévalences qui vont être plus importantes. C'est très étonnant d'ailleurs de voir qu'à l'âge de 5-6 ans, on peut avoir déjà une anxiété importante. Voilà, tout à fait. On en a parlé, mais très rapidement, donc peut-être redire, parce que je pense que ça va vraiment intéresser les parents, les signes d'alerte. Donc on a dit à un moment, quand les adolescents commencent à s'isoler, à se mettre dans leur bulle, à ne plus vivre avec la famille, ça, ce sont des vrais signes d'alerte. Oui, ça va être une rupture finalement, un changement important, une rupture par rapport au fonctionnement habituel. Donc le fait de se mettre en retrait de la vie familiale, en retrait de la vie scolaire, ou d'être en conflit, d'avoir plus de symptômes d'anxiété, de dépression, aussi d'irritabilité. On a vu des déséquilibres potentiellement du sommeil, de l'alimentation en lien avec la consommation. Et puis des signes qui vont être plus directement liés à la consommation en tant que telle, à la perte de contrôle, le fait de passer beaucoup de temps à consommer, voilà, ou d'avoir vraiment des réactions d'anxiété, de colère dans les situations où finalement la personne ne va pas avoir accès aux produits. Donc tout ça sont des signes d'alerte qui nécessitent qu'on puisse vraiment solliciter un avis extérieur. Alors bien sûr, c'est à nuancer également, parce que l'adolescence est aussi une phase de rupture, puisque c'est un processus d'indépendance, d'autonomisation, où le comportement aussi de l'enfant va évoluer. Et donc, il peut être parfois un peu difficile de faire la part des choses, mais c'est là où ça va être important de solliciter un avis extérieur. Ça peut être un membre de l'entourage, un proche, ou bien sûr un professionnel de santé. Alexandre Perret, vous avez envie de rajouter quelque chose, je le sens. Oui, plusieurs choses même d'ailleurs. Peut-être déjà pour revenir sur les risques, parce qu'on a oublié peut-être de préciser les différents types de risques. Et j'aimerais que vous puissiez repartir, pour ceux qui êtes présents et sur TikTok, que vous les ayez chez vous, en tête finalement les risques qu'on va évaluer et ceux qu'on va essayer de prévenir quand il y a une consommation. En fait, il y a 3 grands types de risques. Il y a des risques au niveau biologique, somatique, c'est le risque de surdose qui peuvent provoquer un décès, comme une surdose d'alcool par exemple, ou d'opiacés, d'héroïne, ou de médicaments codéinés. On parlait tout à l'heure des médicaments, du mésusage de médicaments. En effet, on constate aussi qu'il y a une part importante de mésusage de médicaments chez les jeunes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du lean ou du purple drunk, qui est relativement valorisé dans le milieu du hip-hop. Alors, je ne veux pas stigmatiser, toutes les cultures ont leur drogue, et ça c'est vrai depuis la nuit des temps. Mais en tout cas, d'être vigilant sur ce type de détournement de médicaments, mais donc avec des risques potentiellement de surdose et d'accidents physiques. Il y a des risques qui sont de l'ordre du social, c'est les conséquences sur l'entourage, sur la société. Qu'est-ce qui se passe quand on est dans un état modifié de conscience? Qu'est-ce qui se passe si on décide de monter sur son scooter ou de prendre sa voiture alors qu'on a consommé? Si on devient violent après avoir consommé? Et puis il y a les risques psychologiques. Alors là, je vais prêcher pour ma paroisse, mais c'est tout ce qui peut se passer suite évidemment à, je dirais, l'effraction ou l'effet d'une molécule dans le cerveau. Donc ça, c'était pour revenir vraiment sur ces 3 types de risques. Et ils ont été mesurés. C'est quelque chose de. C'est une étude qui est parue dans le Lancet, qui est une des grandes revues médicales internationales.
Et c'est un pharmacologue anglais, David Nutt, qui avait fait cette étude avec un certain nombre d'experts. Ils avaient essayé d'évaluer finalement la dangerosité des drogues. Parce qu'on peut dire que les ados ne savent pas finalement ce qui est dangereux et ce qui ne l'est pas. Et je pense d'ailleurs que ces pistes sont particulièrement brouillées par les vendeurs de substances psychotropes, légales ou illégales. Parce que évidemment, tout bon dealer ne va pas dire « attention, c'est très dangereux ce que je te vends », évidemment. On va plutôt essayer d'expliquer que ce n'est pas forcément dangereux, que ça ne rend pas forcément dépendant. Et donc voilà, ils ont évalué, ces experts finalement, les substances avec des critères de dangerosité, une quinzaine de critères, sur l'individu et sur la société. Et on voit que par conséquent, vous voyez tout en haut, on va avoir l'alcool qui est évalué finalement comme une substance avec un grand danger pour soi-même et pour la société. À la différence, par exemple, du cannabis, qui serait beaucoup plus bas sur cette échelle, qui a un intérêt parce qu'elle est scientifique. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que l'année dernière, notamment, il y a encore une étude en France qui est sortie sur les représentations des Français par rapport au danger des drogues. Et c'est complètement discordant par rapport à ce type d'études. Et notamment, parce que Mina Fetsa le disait tout à l'heure, on est toujours très impacté par le statut légal ou non des substances. Et donc c'est vrai que c'est important d'avoir ça en tête quand on discute avec un consommateur, finalement, et de pouvoir se mettre d'accord sur réellement les risques associés à la consommation ou pas, indépendamment du statut légal ou non d'une substance. Alors, vous avez parlé de discuter avec le consommateur. J'en arrive à une question que je pense beaucoup de parents qui écoutent se posent. Je suis sûr que mon adolescent souffre d'une addiction. Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je dois dire? Et qu'est-ce que surtout je ne dois pas faire ou je ne dois pas dire? Alors, c'est une question à tiroir. Pour répondre, déjà, je dirais que en anticipant un peu cette conférence, pour dévoiler un peu l'envers du décor, j'ai repotassé un certain nombre de livres d'experts sur le sujet. Et je ne vais pas vous faire une revue littérature totale. Il s'avère que j'en avais un certain nombre dans la bibliothèque, c'était pratique. Aussi bien des spécialistes de l'adolescence qui parlaient des consommations de drogue que des spécialistes des drogues qui parlaient de l'adolescence. Et globalement, c'est plutôt des bouquins avec un niveau scientifique intéressant. Je ne suis pas allé dans le rayon bien-être, j'ai plutôt cherché des trucs d'experts du domaine. Et dans ces livres, la plupart des chapitres sont très bien étayés et documentés avec des références scientifiques. Et à peu près à chaque fois, il y a un chapitre ou un paragraphe sur comment se positionner par rapport à un ado qui consomme. Et là, il n'y a pas de référence. Et enfin, vraiment, dans l'immense majorité... Ah, ils vont être contents, les gens en repartant, si on leur dit ça. Chacun, alors c'est mon interprétation, mais on pourra en discuter, on vous mettra les liens si vous voulez des ouvrages, et je serais heureux d'avoir votre feedback, ou si vous avez déjà lu des livres sur le sujet, justement, de voir vous comment vous les avez perçus, et si vous avez des références scientifiques. Mais j'ai vraiment perçu le fait que chaque expert se positionnait de fait en tant d'expert de facto, en disant je pense que c'est ça qu'il faut faire, avec par conséquent des grandes disparités et aussi des points communs. Donc rapidement, les points communs, en effet, on va enfoncer des portes ouvertes, mais c'est l'idée de laisser la parole le plus libre possible, de ne pas lever les résistances, mais au contraire de permettre que l'échange se fasse. Ça, c'est la clé principale, en effet, que tous peuvent avancer. Et après, dans les différences, on a par exemple certains qui vont dire qu'il faut contrôler et vérifier en faisant soit des tests urinaires ou... ça, c'est pas possible. Alors, si vous lisez en moi comme dans un psy ouvert, c'est un avis que je ne partage pas, mais pour ne pas le nommer, c'est Jean Costantin qui est un spécialiste reconnu en tout cas, mais c'est son positionnement, et on voit bien à quel point ça relève d'un positionnement quelque part moral en fait, et c'est certainement pour ça qu'il y a très peu d'indications scientifiques sur comment se positionner en tant que parent, parce que on va être sur un sujet qui relève de beaucoup de la morale, de la culture, et donc sur cet aspect-là, on va avoir assez peu de choses, sauf des études très intéressantes des années 70 sur comment se positionner par rapport aux adolescents, et notamment au milieu scolaire. Ça, c'est 2S qui avait fait ça, par rapport aux interventions en classe sur le cannabis. Et rapidement, ils avaient fait 4 groupes. Un groupe où ils ne faisaient pas d'intervention. Un groupe où ils intervenaient devant les ados et ils leur disaient « Attention, le cannabis, c'est très dangereux ». Un troisième groupe où ils disaient « Le cannabis, il y a des effets potentiellement positifs et des effets potentiellement négatifs. Bref, il faut faire attention ». Et il y avait un dernier groupe
où là, il proposait une discussion aux ados sur le bien-être à l'adolescence, en gros, pour vous faire court. Et quelques mois après ces interventions, ils évaluaient le nombre de consommateurs dans les classes. Je vous laisse deviner. Sur le groupe « Le cannabis, c'est mal », plus de consommateurs que dans le groupe où ils n'ont rien fait. Sur le groupe « Le cannabis, il y a des effets positifs et il y a des effets négatifs », moins de consommateurs que dans le groupe « Le cannabis, c'est mal », mais plus de consommateurs que dans le groupe où ils n'ont rien fait. Et le seul groupe où il y avait eu moins d'expérimentateurs de cannabis par rapport aux autres, c'est celui où ils avaient engagé une discussion sur qu'est-ce que c'est et comment on peut faire pour aller bien. Donc ça, c'est des billes en fait pour comprendre le positionnement global, et on parlera un petit peu des compétences psychosociales. Finalement, c'était les prémices dans les années 70-80, ce genre d'études, sur ce qu'aujourd'hui on utilise de manière plutôt valorisée d'un point de vue de santé publique, que sont finalement l'utilisation de ces compétences psychosociales, leur valorisation, comment les comprendre, comment les intégrer dans les dynamiques familiales et aussi au niveau professionnel. Allez, je pose encore 2 questions, mais après on va dans la salle. Mais je voudrais peut-être là-dessus aussi, vous avez peut-être quelque chose à dire, professeur Fatseas. Comment un parent peut s'exprimer? Est-ce qu'il doit dire des choses? Et surtout, est-ce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire? Oui, alors là, vous avez fait le scénario où on est sûr qu'il y a une addiction. Donc c'est vrai qu'on peut quand même essayer d'énoncer quelques principes un peu de base pour revenir sur ce qui vient d'être dit. Première chose absolument importante, c'est de maintenir le lien avec l'adolescent et de absolument maintenir le dialogue. Et de pouvoir, si on est sûr qu'il y a une addiction, c'est qu'on a quand même identifié un retentissement des problèmes et essayer en tout cas de partager ce constat et ce diagnostic avec lui pour s'entendre sur le constat d'un certain nombre de retentissements ou de difficultés éprouvées par l'adolescent. L'idée étant de pouvoir, l'objectif, ça va être de pouvoir maintenir ce dialogue et puis de favoriser quand même un accès à un soin, de pouvoir avoir un peu une alliance avec l'adolescent sur un diagnostic partagé autour des problèmes et des difficultés de rencontrer, essayer de comprendre aussi ce qui se passe. Il y a peut-être d'autres facteurs qui se sont associés, des stress ou un certain malaise qui s'est associé aussi au développement de ces consommations, et de favoriser le plus possible l'accès et le lien avec un professionnel. Ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'on peut dire, c'est que des attitudes de contrôle, de surveillance... C'est pour ça que je trouve que le dosage des urines... vont être bonjour la confiance en plus de l'ado derrière. Extrêmement contre-productives et vont participer à renforcer justement les résistances de l'adolescent et donc faire l'inverse finalement de ce qu'on souhaite avec une rupture du dialogue avec le parent. Donc ça, ce sont plutôt des pratiques qui vont avoir un effet inverse, c'est ce qui a été illustré d'ailleurs dans le groupe où on dit c'est mal et il faut absolument arrêter. Ça va plutôt avoir l'effet inverse, surtout qu'à l'adolescence, ils vont plutôt avoir tendance à surenchérir dans d'autres sens. Alors je voudrais savoir, pour terminer, avant qu'on prenne des questions dans la salle, est-ce qu'il y a des structures, est-ce qu'il y a des lieux, est-ce qu'il y a des personnes, est-ce qu'il y a des professionnels à Bordeaux, en Gironde, vers qui les parents, les adolescents peuvent se tourner en cas de problème? Oui, donc ça, c'est très important de pouvoir avoir aussi connaissance de ces aspects-là. Alors, première chose à faire, c'est de solliciter un avis extérieur pour qu'il y ait vraiment une évaluation première, addictologique de la situation. Ça peut être tout simplement un professionnel de premier recours, ça peut être le médecin traitant s'il connaît bien l'ado, et c'est souvent beaucoup plus facile et puis beaucoup plus acceptable pour un adolescent que d'aller consulter dans un centre d'addictologie. Mais ça peut être également l'infirmière scolaire, par exemple, ou l'entourage, pour pouvoir vraiment avoir une première évaluation. Et puis, il y a effectivement des dispositifs plus spécialisés. Alors, des dispositifs spécialisés adolescents. Il faut avoir connaissance des structures qui ont été montées au milieu des années 2000, au début des années 2000. Ils sont les consultations jeunes consommateurs, dont Alexandre a parlé tout à l'heure. Ça se passe où, ça, à l'hôpital? Non, donc la consultation jeunes consommateurs, c'est une structure
d'accueil, d'évaluation anonyme et gratuite qui se trouve en plein centre-ville. Donc historiquement, effectivement, ça se désignait, ça s'appelle Cannabu puisque c'était centré cannabis, mais ça s'est étendu. Et ça, il suffit que les jeunes poussent la porte. Exactement, mais pas que les jeunes. C'est Ou les aussi parents. les parents pour de l'écoute et puis des conseils. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont donc plusieurs types de professionnels, des infirmières, des éducateurs et des psychologues qui consultent, mais c'est une structure qui est adossée à des services spécialisés qu'on appelle les XAPA, donc je vous reparlerai. Donc, un qui est le CUID, qui est une structure associative que vous connaissez peut-être qui est en ville, et l'autre qui est rattaché donc au pôle d'addictologie, donc qui est sur la partie rattachée au XAPA du centre hospitalier Charles Perrins. Donc cette évaluation va être faite par des professionnels spécialisés avec la possibilité aussi d'orienter vers ces structures lorsque ça nécessite vraiment une prise en charge plus globale. On peut aussi citer la maison des adolescents, qui est aussi une structure qui se situe en ville et qui a la mission d'accueillir les parents et des adolescents autour de leurs problématiques et de leur proposer des orientations. Et puis, sur le plan hospitalier, on a le centre Jean Abadie du CHU de Bordeaux, qui est une structure donc, dédiée à la prise en charge des adolescents de manière plus globale. Et puis, on peut en profiter pour parler de la filière ad hoc qui s'est montée sur les urgences de l'hôpital pédiatrique au CHU de Bordeaux. Donc, Alexandre, peut-être je te laisse en dire un mot, présenter la filière. Ok, Mélina, bah oui, rapidement du coup, parce qu'en effet, je travaille aussi là. Et la filière existe, donc je vous en parlais tout à l'heure, depuis à peu près un an, un peu plus d'1 an. L'idée, en fait, ce qui serait bien, c'est que cette filière n'existe plus, que je sois au chômage et qu'on ait pu rencontrer des ados qui arrivent aux urgences après avoir consommé, en fait. Mais donc, ça va permettre une prise en charge spécifique autour des consommations pour les ados qui arrivent aux urgences pour ça. Et de l'autre côté, ça va permettre aussi une évaluation chez l'ensemble des ados, ou un maximum d'ados en tout cas qui arrivent aux urgences, de leur consommation, qui souvent n'ont pas été évalués par ailleurs. Et donc c'est l'occasion d'aborder avec eux leur consommation, avec ma collègue infirmière puéricultrice Bertine Ferret, et de regarder exactement où ils en sont, et à partir de là, de proposer des orientations dans les établissements dont Mélina vient de vous parler. Donc c'est important à connaître parce que c'est quand même un lieu d'accueil, d'évaluation en situation potentiellement de crise, en situation un peu aiguë. Et puis, il y a les dispositifs spécialisés addictologie qui typiquement vont plutôt accueillir une population adulte du fait de justement la prévalence des troubles addictifs qui concernent plutôt les adultes quand c'est vraiment installé et qui vont proposer des prises en charge globales sur des situations d'addiction souvent un petit peu plus complexes. Donc le pôle addictologie du CHU et du centre hospitalier Charles Perrins qui va regrouper l'ensemble du dispositif spécialisé en addictologie de ces deux structures avec des consultations d'évaluation ou un hôpital de jour, une unité d'hospitalisation complète et puis un XAPA donc, qui désigne un centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie. C'est une structure ambulatoire où travaillent médecins, infirmiers, psychologues, éducateurs, assistantes sociales. Donc, il va proposer une prise en charge pluridisciplinaire exclusivement ambulatoire et de proximité pour proposer un accompagnement global et dans la durée. Et puis, en dehors du pôle addictologie, donc, qui est un pôle hospitalo-universitaire, il y a des XAPA associatifs que vous connaissez peut-être, qui sont donc le CUIT, puis le XAPA Addiction France, qui était anciennement l'ANPA, et qui vont avoir plusieurs structures également extra-hospitalières, puisque c'est associatif, et qui vont permettre justement de faire cette évaluation et de faire une prise en charge aussi un peu au long cours. Voilà, je vous propose, si vous en êtes d'accord maintenant, de nous tourner vers les gens qui sont dans cette salle, qui vont pouvoir poser toutes les questions que vous souhaitez. Ne soyez pas timide. Vous avez vu, si vous n'en posez pas, de toute manière, je vais continuer à en poser pendant 1 heure, donc autant que ce soit vous qui les posiez, les questions. Allez, qui se lance? C'est la première qui est la plus dure, généralement. Oui? Allez, bravo. Oh, alors, il n'y a pas de micro. Non, je ne peux pas vous